les organisateurs, et notamment le docteur Tafan, de m'avoir invité, sans oublier mon ami le docteur Bilami, qui m'ont invité pour vous parler de l'hypertension artérielle. Et je vais vous parler de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Artérielle par le médecin généraliste selon les dernières recommandations. Avant d'arriver aux recommandations, je voulais vous rappeler d'abord l'importance de l'hypertension artérielle, qui est un grand problème de santé publique. C'est le principal facteur de risque cardiovasculaire, la première cause de mortalité dans le monde, plus de 10 millions, avec un chiffre hypertendu qui ne cesse d'augmenter et qui va dépasser très bientôt les 1,5 milliard d'hypertendus. Et cette progression se fait essentiellement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, et ceci s'explique en partie par la croissance démographique, par le mode de vie qu'on a, et également par le vieillissement de la population. L'espérance de vie un petit peu partout dans le monde, et donc en Algérie aussi, a tendance à être de plus en plus élevée, et donc on aura de plus en plus d'hypertendus. Sur cette plaque concernant un rapport détaillé de l'OMS en septembre 2023, eh bien, ce qu'on sait, c'est que la prévalence d'hypertension, c'est un patient sur 3. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que près de 50% des patients ignorent qu'ils sont hypertendus, donc il y a un problème de dépistage. 4 hypertendus sur 5 ne sont pas correctement traités. Et enfin, le nombre de décès par AVC, infarctus du myocarde, est très important, plus de 1000 chaque heure dans le monde. Et ils nous disent aussi que si on prend en charge correctement l'hypertension artérielle, eh bien, on pourrait éviter d'ici 2050 un nombre important de décès, d'AVC, et d'infarctus et d'insuffisance cardiaque. Alors en Algérie, la prévalence est à peu près la même, c'est-à-dire 36%. Et là aussi, on a 50% de patients qui ne sont pas dépistés, 40% seulement qui sont traités, et 16%, c'est-à-dire moins de 1 patient sur 5 qui est traité et contrôlé. Et on sait très bien que l'hypertension artérielle, les risques sont au niveau cérébral, avec les AVC, que ce soit l'AVC ischémique ou hémorragique, mais sans oublier les démences, les troubles cognitifs, le risque rénal et surtout le risque cardiaque, avec l'infarctus du myocarde, les décompensations cardiaques, qu'elles soient systoliques ou diastoliques, et également la fibrillation auriculaire, qui est une autre cause d'AVC ischémique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la relation entre la pression artérielle et l'augmentation et les facteurs de risque est une relation qui est continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau à partir duquel on peut dire qu'on est protégé. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 140 ou 135-90, eh bien, le risque est très important. Mais ce risque persiste aussi, même si on est à 120 sur 80 mm de mercure. Et sur cette plaque, sur une méta-analyse de plus d'1 million d'habitants, de patients, eh bien, le risque de cardiopathie, de mortalité par cardiopathie ischémique ou par AVC augmente avec la pression artérielle et avec l'âge. Et chaque augmentation de 20 mm de mercure de pression artérielle systolique ou de 10 mm de mercure de la pression artérielle diastolique au cabinet double le risque de mortalité par coronariopathie. Donc le risque de l'hypertension, on le connaît. Et est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Oui, il y a des traitements très efficaces. Et vous voyez, on dit qu'il faut baisser la tension, il faut la normaliser, mais si on baisse juste de 10 mm de mercure, on peut avoir un bénéfice sur les événements cardiovasculaires, sur l'AVC, sur l'insuffisance cardiaque, sur l'infarctus du myocarde et aussi sur la mortalité globale. Alors, on arrive aux recommandations. Eh bien, il y a eu beaucoup de recommandations depuis plus de 20 ans. Et les dernières recommandations qu'on a eues, ce sont celles de la Société européenne d'hypertension artérielle en juin 2023. Et l'année d'après, c'est-à-dire au mois d'août cette année, 2024, on a eu les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Et elles ont eu des recommandations qui étaient séparées, alors qu'en 2018, c'était des recommandations communes. Alors, quelles recommandations retenir? Moi, je pense que dans ces recommandations, il y a des choses qui sont communes et d'autres, des petites différences.
Mais le plus important, c'est le patient que vous allez avoir en face de vous, c'est un patient que vous avez vous. Il y a des recommandations, mais vous avez un patient, il faut en tenir compte. Donc pour le SACH 2023, il n'y a pas eu de changement sur la définition, toujours 140-90 mm de mercure. Également sur la classification, on a les différents stades, les grades que vous connaissez d'hypertension artérielle. J'insiste un petit peu ici en rouge sur l'hypertension artérielle normale haute, c'est-à-dire les patients qui ne sont pas hypertendus, mais qui sont quand même entre 130 et 139 pour la systolique, et entre 85 et 89 pour la diastolique. Ces patients, il faut les dépister parce qu'ils pourraient éventuellement nécessiter une prise en charge thérapeutique. Et par contre, la nouveauté, c'est qu'on a des stades, en plus de ces grades d'hypertension, on a eu des stades d'hypertension artérielle. Et le stade 1, c'est quand on a une hypertension qui n'est pas compliquée. Le stade 2, c'est quand on a une hypertension qui est compliquée d'un diabète, d'une insuffisance rénale modérée, d'une HVG ou d'une rétinopathie. Et le stade 3, c'est déjà la maladie cardiovasculaire ou l'insuffisance rénale sévère. Et concernant les recommandations de l'ESC 2024, eh bien, la classification a changé, même si le diagnostic reste le même, c'est-à-dire 140 sur 90 mm de mercure, mais on a une nouvelle classification. Et vous voyez, donc on a la pression artérielle non élevée quand elle est inférieure à 120 sur 70 mm de mercure. On a l'hypertension artérielle quand on a une tension artérielle supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure qu'il faudra prendre en charge, traiter. Et entre les deux, on a la pression artérielle élevée. Et ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire quand vous avez une pression artérielle entre 120 et 139 mm de mercure, ou une diastolique entre 70 et 89, vous avez une pression artérielle élevée. Ça, c'est une notion nouvelle. Et pourquoi on nous a donné cette notion? Parce que les différentes études et les essais randomisés et les méta-analyses ont montré que chez ces patients, surtout s'ils avaient des facteurs de risque, eh bien, une prise en charge thérapeutique pouvait améliorer le risque cardiovasculaire. Alors, pour le dépistage et le diagnostic de l'hypertension artérielle, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, pour le dépistage, sont standardisés et opportunistes l'hypertension, c'est-à-dire qu'il faut prendre la tension artérielle à tout le monde, parce que comme vous le savez, l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux, elle est asymptomatique, donc en général, et le diagnostic se fait par la prise de tension artérielle, donc il ne faut pas hésiter à prendre la tension artérielle chez tout le monde, et notamment au moins une fois par an chez les patients de plus de 40 ans, et même chez ceux qui ont un risque cardiovasculaire élevé, même s'ils ont moins de 40 ans, il faut leur prendre l'attention régulièrement. La mesure de la pression artérielle, je ne vais pas trop revenir dessus, il n'y a pas eu trop de changements, mais il faut savoir d'abord qu'il faut que ce soit l'appareil électronique, ce n'est plus l'appareil manuel. Malheureusement, on continue toujours à utiliser l'appareil manuel. Il faut qu'on ait un appareil électronique qui soit validé, il faut avoir un brassard qui soit adapté au bras du patient. Donc il y a d'autres conditions, le repos de 5 minutes, etc. Et surtout, on nous dit qu'il faut prendre la tension artérielle à 3 mesures de tension artérielle entre 1 et 2 minutes et faire la moyenne des 2 dernières mesures. On nous dit aussi que si on voit le patient pour la première fois, il faut lui prendre la tension artérielle aux 2 bras parce qu'on peut avoir une différence de tension entre les deux. Et si on a une différence importante, eh bien, on peut suspecter une maladie athéromateuse et ce patient sera d'emblée classé comme à haut risque cardiovasculaire. Et enfin, chez les personnes âgées, eh bien, il faut prendre la tension artérielle aussi en position debout pour détecter une hypotension orthostatique à 1 minute, puis à 2 minutes d'intervalle. Je vous rappelle que si vous avez un chiffre tensionnel systolique qui baisse de 20 mm de mercure ou de 10 mm de mercure pour la diastolie, on peut parler d'hypotension orthostatique. Et chez la personne âgée, j'insiste, il ne faut pas attendre qu'il y ait des signes cliniques. Il faut
détectée parce qu'elle peut être souvent asymptomatique. Et donc là, on vous rappelle que les appareils Cuffless, c'est-à-dire les appareils qui sont sans brassard, eh bien pour le moment, ils ne sont pas validés actuellement, c'est-à-dire que ce sont les montres connectées qui prennent attention. Pour le moment, il ne faut pas les utiliser. Le seul appareil qu'on peut utiliser, ce sont les appareils électroniques, et ce soit des appareils électroniques validés. Je vous ai mis ici en bas un site qui vous montre si votre appareil Stride BP-Core, qui vous dit si votre appareil est validé ou pas. Et une fois que vous avez pris la tension, vous avez suspecté, eh bien, il faut confirmer l'hypertension artérielle en dehors du cabinet médical, soit par l'automesure tensionnelle ou par la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Pour l'automesure de la pression artérielle, on utilise un appareil là aussi électronique. C'est les mêmes conditions que la prise de tension au cabinet médical. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il ne prend plus les 3 mesures le matin, 3 mesures le soir pendant 3 jours, mais on prend seulement 2 mesures le matin et 2 mesures le soir, et ceci pendant au moins 3 jours. On peut aller jusqu'à 7 jours, et on fait la moyenne. Et si cette moyenne est égale ou supérieure à 135 sur 85 mm de mercure, eh bien là, on a le diagnostic d'hypertension artérielle. Donc, avant de traiter un patient, quand vous voyez au cabinet, il faut obligatoirement confirmer l'hypertension artérielle par l'automesure ou par la MAPA. La MAPA, là aussi, vous savez, je ne vais pas revenir sur la MAPA. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut prendre des mesures entre 15 et 30 minutes dans la journée et entre 30 et 60 minutes la nuit. Il faut avoir au moins 70% des mesures pour qu'elles soient valides et au moins 7 mesures la nuit pour que ce soit valide. Le diagnostic d'hypertension, il se fait dans la journée quand on est supérieur à 135 sur 85 mm de mercure, et la nuit entre 120 et 70 mm de mercure. Alors l'intérêt de la MAPA et de l'automesure, eh bien toutes les deux, elles peuvent permettre de détecter l'hypertension artérielle plus blanche et l'hypertension artérielle masquée. L'avantage de la MAPA, c'est qu'on a une prise de tension dans la journée, en période de travail, en activité, et ça peut nous permettre de voir les différentes modifications. Le deuxième avantage de la MAPA, c'est qu'on a la mesure nocturne, on voit si les patients il est hyper ou non hyper, et ce sont des patients qui, s'ils ne sont pas d'hyper, ils sont à haut risque cardiovasculaire. Et pour l'automesure, l'avantage, c'est qu'on peut la répéter plusieurs fois, donc on peut l'utiliser pour une surveillance régulière. Donc si vous voulez, on peut faire une MAPA la première fois, mais pour la surveillance du patient, on peut utiliser plutôt l'automesure tensionnelle. Il y a un bilan à faire, donc ça vous le savez. Il y a eu des petits rajouts comme l'hémoglobine glyquée, comme le RAC, le rapport albumuré sur créatinine qui ont été rajoutés, et bien sûr l'électrocardiogramme. Par contre, là je vais insister, et il n'est pas question de faire une échographie cardiaque à tout le monde ou une épreuve d'effort, sauf si vous avez des signes cliniques, un patient qui est essoufflé ou si vous avez des modifications électriques. Là, ça vaut le coup de faire une échographie cardiaque. Et également pour le fond d'œil, on ne fait le fond d'œil que si on a une hypertension artérielle stade 3 ou une hypertension artérielle maligne. Les mêmes recommandations reviennent avec l'ESC, sauf qu'ils nous ont rajouté le dosage de l'aldostérone et de la rénine, parce qu'ils considèrent que 6 à 11% des patients ont un hyperaldostéronisme primaire, et moi je pense que c'est quand même un peu excessif. Il faut évaluer le risque. Une fois que vous avez fait le diagnostic, évaluer le risque parce qu'il faut classer votre patient. Est-ce qu'il est à haut risque cardiovasculaire? Est-ce qu'il est à risque modéré? Est-ce qu'il est à risque faible? Et là, je ne vais pas revenir sur les différents critères de haut risque cardiovasculaire, la maladie cardiovasculaire, l'insuffisance rénale, le diabète, l'hypercholestérolémie familiale, ou alors le risque score 2 supérieur à 10%. Et je vous rappelle ici qu'on a le score 2 ou score 2 OP pour les personnes âgées qui vous permet, et l'Algérie elle est classée en zone à très haut risque et qui vous permet de classer vos patients. Alors cette évaluation du risque cardiovasculaire elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle peut nous dire si chez un patient est à haut risque, on peut déjà commencer le traitement même s'il a une tension juste au-dessus de 130 sur 80 mm de mercure. Et donc, même s'il n'est pas à 140-90, on peut le traiter parce qu'il est à haut risque cardiovasculaire. Je ne vais pas revenir longtemps sur les mesures hygiéniques diététiques.
Vous le savez, le sel, l'activité physique, la consommation de fruits et légumes, le régime méditerranéen, l'arrêt du tabac, etc. Donc tout ceci, ce sont des éléments qui permettent déjà de gagner un petit peu sur la tension, peut-être retarder le traitement de l'hypertension artérielle et parfois diminuer le nombre de médicaments. Donc il faut insister sur les mesures régimodiététiques. La nouveauté, c'est qu'on nous dise qu'on peut donner ce qu'on appelle les sels de régime. C'est une association de chlore de sodium avec 75% et 25% de chlore de potassium, et ça permet donc d'améliorer un petit peu les chiffres tensionnels. Ou alors utiliser les fruits et légumes. Faites attention chez ces patients, vous utilisez le sel de régime, il faut toujours contrôler le potassium et surtout s'il y a une insuffisance rénale. Pour le traitement, pas beaucoup de changements là aussi. Pour le SH, ils nous disent bien sûr qu'on commence toujours par une bithérapie, et ça je pense que tout le monde est d'accord. Donc il n'est plus question de commencer par une monothérapie, c'est la bithérapie fixe, en commençant obligatoirement par un inhibiteur système rénine-angiotensine, IEC ou ARA2, et qu'on associe la première étape à un anticalcique ou un diurétique thiazidique ou thiazidique-like. Et si on n'arrive pas, eh bien, et là, on va vers la trithérapie. Et si on a une trithérapie, c'est-à-dire IEC-ARA2 avec anticalcique et un diurétique, eh bien, on arrive à contrôler 90% des patients. Donc, n'hésitez pas à faire l'escalade, n'hésitez pas à traiter vos patients s'ils ne sont pas contrôlés. Il faut augmenter le traitement. Et je vous dis ici, vous voyez ici sur cette étude, ils vous disent 90% des patients peuvent être contrôlés. Maintenant, si on n'arrive pas, eh bien, on arrive à l'hypertension résistante. Ils nous disent aussi qu'il faut essayer d'avoir la cible de tension dans les 3 mois. Il faut faire rapidement parce que c'est important. La stratégie donc, pour le SC 2024, c'est à peu près la même chose, je ne vais pas insister. Et par contre, quand vous arrivez à la trithérapie avec un diurétique, on parle d'hypertension artérielle résistante, et c'est là où on peut rajouter de la spironolactone ou des plérénols ou les autres médicaments. Mais à partir de ce moment-là, je vous dis que le médecin généraliste ou même parfois les spécialistes doivent adresser ces patients dans des services spécialisés pour rechercher une hypertension secondaire, pour voir s'il y a une hypertension secondaire. Alors, est-ce qu'il y a encore une indication à la monothérapie? Oui, par exemple, les patients qui sont âgés, qui sont fragiles, qui ont une espérance de vie limitée, qui ont une hypotension orthostatique symptomatique ou qui ont une pression artérielle élevée avec un risque de maladie cardiovasculaire. Alors je vais rapidement passer sur les seuils. Les seuils de traitement, c'est 140-90 pour tout le monde, sauf chez la personne âgée, donc 160-90. Et pour les patients fragiles, ce sont des seuils qui doivent être individualisés. Et là, je vous mets cette plaque pour les cibles tensionnelles. Si vous avez un patient de moins de 79 ans, dans un premier temps, il faut être entre 130 et 140. Et dans la pression optimale, ce serait de 120-130. Et chez la personne âgée, 150, entre 150 et 140 dans un premier temps, et viser les 130-140 mm de mercure, et toujours si le traitement est bien toléré. Par contre, essayez de ne pas descendre en dessous de 120 sur 70 mm de mercure, parce qu'on a cette courbe J où on augmente le risque cardiovasculaire. Pour le SC 2024, c'est à peu près la même chose, sauf que pour les cibles tensionnelles, ils sont un peu plus stricts. Il faut être en 120 et 129 mm de mercure, viser les 120-70 mm de mercure, et par contre, des objectifs moins stricts si on a un patient qui est âgé, fragile, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en cas de mauvaise tolérance du traitement, on nous dit aussi bas que possible. Alors, quand référer le patient au spécialiste, eh bien, quand vous avez une hypertension artérielle sévère, une urgence hypertensive, quand vous avez une suspicion d'hypertension secondaire, quand vous avez une hypertension résistante, il ne faut pas hésiter à envoyer le patient au spécialiste ou alors au service spécialisé. J'insiste ici sur le suivi des patients. Il faut essayer de contrôler la tension artérielle dans les 3 mois, mais il ne faut pas perdre le patient de vue. Il faut continuer à le suivre les années d'après et continuer à essayer d'avoir une bonne observance. Donc, je ne vais pas vous parler d'observance, l'observance est très important, donc il faut discuter avec le patient
Le docteur qui était avant a parlé de la relation médecin-malade, elle est très importante. J'insiste un petit peu sur l'inertie clinique, et ça c'est nous qui devons le faire. Et comment donc essayer d'éviter cette inertie clinique? Eh bien, en suivant les recommandations, il faut essayer de parler au patient, de lui dire quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, et ne pas à chaque fois dire je vous donne un traitement, on verra après. Essayez de lui dire votre objectif c'est 130-80 par exemple, et comme ça il comprendra, et surtout essayez d'utiliser l'automesure. Donc pour conclure, eh bien, il faut un dépistage renforcé de l'hypertension, une mesure correcte et une confirmation du traitement. Rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Les objectifs sont plus bas que ce qu'on avait avant et informer le patient pour qu'il puisse être observant. La bithérapie fixe, l'évaluation de l'efficacité du traitement, agir très vite dans les 3 mois. Ne pas hésiter à augmenter le traitement, éduquer les patients et surtout ne pas oublier de prendre en charge les autres facteurs cardiovasculaires. Et c'est pour ça que ces recommandations sont là. Et donc elles sont là pour vous aider à prendre en charge le patient, même si la décision vous revient à vous. Et surtout ne pas hésiter. Si vous avez des patients qui sont en urgence hypertensive, résistants ou suspicion d'hypertension secondaire, ne pas hésiter à les envoyer dans des services spécialisés. Et je vous remercie.